Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, pour une fois, je vais faire un exposé sans théorème. L'idée, c'est plutôt de vous passer des intuitions. Donc, je m'excuse pour ceux qui sont plutôt spécialistes en proba et en stats, parce que là, je pars du principe que vous y connaissez rien. Du coup, l'idée, c'est plutôt de vous parler un peu d'intuition, etc. En fait, j'avais assisté au premier Climatix il y a quelques temps. Et c'est vrai que j'avais essayé après de voir comment, à ma toute petite échelle, je pouvais essayer de voir comment je pouvais changer un peu mes thématiques de recherche pour m'adapter un peu aux enjeux écologiques. L'exposé va être fait en 4 parties. Dans la première, je vais essayer de replacer un petit peu le contexte des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport. Donc, c'est juste, j'ai trouvé des images, je vous les donne pour replacer un petit peu tout ça. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous parler d'un projet qui existait déjà et qui a été lancé dans la région de Rennes et qui a été un peu moteur et qui m'a donné l'idée après de travailler là-dessus. Dans la troisième partie, je vais du coup expliquer ce que ça veut dire PDMP, c'est un processus de Markov déterministe par morceaux. Donc, je vais vous donner un peu les intuitions de ces processus-là, à travers un exemple qui va être la modélisation de croissance de bactéries, parce que ça, c'était ce sur quoi je travaillais avant. Donc, c'est juste pour illustrer, mais comme dit, il n'y aura pas de théorème et tout ça, c'est vraiment juste les bases. Et puis après, je vous expliquerai dans la dernière partie comment j'ai essayé de concilier du coup mathématiques de recherche et des questions de mobilité. Et du coup, on lance du coup un sujet de thèse pour l'année prochaine là-dessus. Voilà. Donc, comme dit, s'il y a des questions, des trucs pas clairs, il ne faut surtout pas du tout hésiter. Avant de préparer l'exposé, j'avoue que je ne savais pas trop les ordres de grandeur et tout ça, et j'ai trouvé ça assez frappant de me rendre compte qu'en fait, si on regarde du coup en 2019, la proportion des émissions françaises dans les gaz à effet de serre, ça provient pour 31% du transport. Donc du coup, c'est vraiment une part qui n'est pas négligeable. Et du coup, dans cette part, il y en a pour 97% qui sont des émissions de CO2. Et donc, 94% des émissions proviennent des transports routiers, dont 54% des véhicules particuliers. Et si on regarde du coup en proportion, on se rend vraiment compte que du coup, finalement, nous, à notre petite échelle, nos transports qu'on fait en voiture, ce n'est pas du tout négligeable. Après, ce n'est pas du tout pour faire culpabiliser qui que ce soit. Moi, je prends ma voiture et on en reparlera après aussi. Que des fois, il n'y a pas que les envies non plus individuelles, etc. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus complexes que ça. Là, c'est pour voir l'évolution en fait, entre 1990 et 2019. Et puis, on se rend compte qu'en fait, cette évolution, elle est quand même relativement stable. On n'a pas trop l'impression que ça bouge. Et du coup, le dernier graphe que je voulais vous montrer, qui est peut-être celui qui m'a le plus surprise, moi, c'était du coup pour chaque personne en France, l'évolution entre 1990 et 2018, du coup, notre proportion, donc combien de kilomètres on fait dans les différents modes de transport. Et donc, effectivement, on voit que la voiture, c'est une grande part. Voilà, donc ça, c'était juste pour replacer dans le contexte. Du coup, je vais vous parler d'un projet. Donc, il y a Loïc Lemarec, qui est un enseignant-chercheur à Rennes, qui, du coup, a présenté ça au groupe éthique du coup, qu'avait lancé Mathieu, et il y a Jérémy aussi, je ne sais pas s'il est dans la salle, voilà, qui en font tous les deux partie et qui l'animent très bien. Et du coup, j'ai fait connaissance comme ça de ce projet. Donc, en fait, il y a une association qui a été créée en 2020, qui a plein d'enjeux écologiques. Alors, je n'ai pas réussi à modifier le truc, mais il y a écrit indépendante, il manque le ind, ce qui est vraiment dommage, mais je ne suis pas spécialiste en la tech et je n'ai pas réussi à remettre les trucs à l'échelle. Du coup, c'est un mouvement qui se veut, du coup, apolitique, etc. Moi, je trouve ce projet vraiment très intéressant. C'est pour ça aussi que j'avais vraiment envie d'en parler, pour le faire connaître. Parce qu'il montre comment, en fait, à notre petite échelle et avec vraiment des moyens low cost, on peut arriver à faire des choses vraiment intéressantes.
Donc, cette association a plein de buts, mais celle que je vais développer, ça va être, il y avait un projet de contournement qui était fait, donc c'est à Châteaubourg. Donc, si vous voyez de ce côté-là, il y a Rennes, et après il y a Vitré. Donc, ceux qui ne connaissent pas, la route, là, la N157, c'est celle qui va direction Paris, quoi. Donc, c'est une route très utilisée. Et donc, Châteaubourg, elle est desservie par les TER et par la 4 voies. Il y a 7000 habitants. Donc, si vous regardez, là, c'est la zone où il y a des gros bouchons. Et donc, il y a vraiment énormément de temps qui sont perdus dans les bouchons. Et donc, la question, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il y a une étude départementale qui a été lancée en octobre 2019. Et alors, c'est pareil, moi, j'y connaissais rien, mais c'est des budgets qui sont colossaux, en fait, pour étudier un peu le détournement et savoir ce qu'il fallait faire ou pas. Et bon, l'idée qu'ils avaient, c'était de faire le contournement. Et donc, l'étude, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux, ils ont placé des gens à l'entrée de la ville et ils ont arrêté absolument toutes les voitures pendant 3 jours. Et ils ont demandé à toutes les voitures où est-ce qu'elles allaient. Donc, du coup, c'est quelque chose qui coûte plein d'argent, qui prend plein de temps, qui est un peu invasif pour les gens aussi, parce que du coup, ça les fait s'arrêter, etc. Et puis du coup, au niveau représentativité, c'est 3 jours, quoi. Mais ça coûte vraiment énormément d'argent, et puis ils ont basé un peu leur étude là-dessus. Et du coup, il y a donc ATT, c'est l'association dont je vous parlais tout à l'heure, qui a décidé qu'est-ce qu'on peut faire nous, en fait. Et ils ont lancé un projet que je vais vous expliquer juste après. Et vous voyez, le budget, c'était 800 €. Donc l'ordre de grandeur était vraiment totalement différent. Et puis du coup, c'est vraiment des gens dont la plupart étaient même pas mathématiciens. Et puis Loïc, qui était très impliqué là-dedans, lui, il n'était pas non plus du tout ni probabiliste ni statisticien. Hein, mais du coup, il s'y est mis pour essayer de comprendre, etc. Parce qu'il était directement concerné et il habitait là-bas. Voilà. Et puis en fait, je vous épargne du coup toutes les complexités qu'il y avait pour parler justement avec la région. En fait, toutes les études là, qui coûtaient plein d'argent, ils n'ont jamais vraiment voulu donner les données, etc. Donc l'idée du projet de l'association est aussi que ça soit totalement accessible et en fait aussi reproductible à d'autres échelles, etc. Donc ils mettent tout sur Internet et du coup l'idée c'est s'il y en a qui ont envie de se lancer là-dedans, ils sont complètement ouverts pour vous aider à vous lancer là-dedans et tout. Il y a tout qui est mis en place pour faciliter les choses. Voilà. Et donc notre chiffre, pour vous montrer un petit peu l'estimation des budgets de contournement en France. Hein. Donc, c'est des chiffres qui font aussi vraiment peur quand on y pense. Hein. Attends, il y a combien de zéros Voilà. 18 milliards. Donc, des fois, si on veut chercher des économies, hein, on peut y réfléchir. Donc, du coup, les petits capteurs dans lesquels le projet a été initié, chaque petit capteur coûtait à l'époque 100 €. Ils sont passés au modèle 2 que je vais vous présenter parce que du coup maintenant on ne peut plus acheter le modèle 1. Alors lui il coûte le double, il coûte 200 €, donc c'est un budget un peu plus gros. L'avantage c'est qu'il va mesurer les données tous les quarts d'heure, jour et nuit. Le premier c'était que le jour. Donc ce qui se passe, c'est des petits capteurs qu'on peut mettre devant notre fenêtre chez nous, ou alors des fois ils vont les mettre dans des espèces d'abris qu'ils vont mettre en extérieur s'ils n'ont pas l'accord des gens, mais la plupart du temps c'est du coup des particuliers qui acceptent de mettre ces petits capteurs chez eux, donc ça ne prend pas beaucoup de place. C'est relié à Internet, mais du coup, ils vont juste envoyer tous les quarts d'heure 4 chiffres, 8 chiffres, donc ce n'est pas non plus énorme au niveau du coût énergétique, etc. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ces petits capteurs-là ? Ça va compter, du coup, en théorie, combien il y a de piétons qui sont passés, combien est-ce qu'il y a de vélos qui sont passés, combien est-ce qu'il y a de voitures et combien est-ce qu'il y a de poids lourds qui sont passés. Donc après, on peut rentrer plus dans les détails et se rendre compte que pour les voitures, c'est plus pertinent. Pour les vélos piétons, du coup, c'est surtout des ordres de grandeur qu'on arrive bien à mesurer, donc on peut bien comparer entre les jours, etc. Mais du coup, il y a quand même des biais. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on peut aller plus approfondir, etc. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire que du coup, on a accès à ça. Et on a aussi la moyenne à chaque fois du nombre de kilomètres-heure à laquelle ces différents véhicules ou passagers, ou piétons
vont se faire. Donc ça, c'est des capteurs, il y en a plus ou moins 2000 dans le monde, il n'y en a pas qu'en Europe, et on peut aller directement et on peut voir aussi tous ces capteurs où ils sont installés, et on a accès directement à ces données-là aussi. Voilà, donc là, l'idée, c'était d'essayer de modéliser un peu Châteaubourg pour essayer de comprendre un peu comment est-ce que les gens se déplacent, etc. Donc ils ont mis des capteurs dans différentes régions. Et du coup, il y a des différences. Là, c'est plutôt des lotissements, donc il va y avoir des centres-villes, etc. Donc après, on peut s'amuser aussi à avoir différents comportements. À l'heure actuelle, il y en a encore plus des capteurs. Et du coup, à chaque fois, c'est au bon vouloir des gens, est-ce qu'ils acceptent de mettre un capteur chez eux. Et du coup, ils ont commencé ça en 2019 et ils commencent du coup à avoir vraiment pas mal de données. Et donc, je vais vous présenter un peu comment sont les données. L'idée, c'était même de vous montrer un peu, si j'y arrive, à aller sur Internet pour vous montrer à quoi ressemble du coup l'interface qu'ils ont faite, qui est du coup complètement accessible et sur lequel, donc ça c'est un projet qui est fait sur GitHub, et vous pouvez du coup y avoir accès si après vous voulez utiliser cette interface pour du coup le faire dans votre ville, là où vous habitez. Donc vous importez d'abord du coup des endroits, et là vous voyez un petit peu, suivant les différents capteurs, du coup les différentes données. Et vous voyez que des fois, il y a des capteurs qui ne marchaient pas pour une raison ou pour une autre. Il y a quelqu'un qui a fermé une fenêtre, tout un tas de choses. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut s'amuser à faire après en stats là-dessus. Et du coup, ce qu'ils peuvent faire, c'est des choses intéressantes, comme par exemple, on peut décider de comparer. Donc, on choisit un capteur. Là, on choisit le type de... Donc là, c'est pour les voitures et les poids lourds. Et on peut décider que là, on veut pas de vacances, pas de jours fériés, et on veut le comparer au comportement des gens avec seulement les vacances, par exemple, et avec les jours fériés. Ah, bon, d'accord, j'ai pas de chance. Il y a une erreur. Mais du coup, c'est... les joies d'Internet. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça vous permet de vraiment comparer les choses et de voir est-ce que les modes de fonctionnement vont dépendre des gens ou pas. Et ça peut être aussi, il y a tout un tas de choses qui peuvent vraiment être intéressantes, comme là, ponctuellement, on a fermé une route qui était du coup à double sens, et puis là, elle est devenue à sens unique juste à côté, et puis de voir est-ce que ça va changer ou pas le comportement des gens, les vitesses kilométriques, etc. aussi, parce que ça, c'est hyper... Enfin, je ne sais pas si c'est drôle, le bon mot, mais quand vous regardez qu'en fait, il y a une route, c'est maximum 50 et qu'il y a certains moments de la journée où la vitesse moyenne des voitures est 70 km/h, on peut vraiment se poser des questions quant au comportement des gens, en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça va marcher. Bon, ensuite, du coup, là, vous pouvez regarder justement les heures d'engorgement en fonction du moment de la journée, et puis... vous pouvez vous rendre compte que en fait, c'est surtout à certaines heures stratégiques qu'il y a un problème. Là, vous pouvez regarder aussi, bon, j'ai pas de chance ce matin, mais du coup, justement, à quel moment il y a des engorgements, et puis on peut même comparer des capteurs, du coup, en fonction du bruit qu'il y a. Est-ce qu'il y a une corrélation, on peut se dire, entre les différents capteurs, etc. C'était pour vous présenter très rapidement l'outil que je trouve très intéressant. Et comme ça, si vous avez envie de le faire, ça peut être transférable à d'autres moments. Tout ça pour vous dire qu'en fait, grâce à ces petits capteurs, ils se sont rendus compte que en fait, le problème, il était relié à l'école. Et du coup, ce n'était pas du tout sur la voie où il y avait l'engorgement qu'il y avait véritablement un problème. En fait, le problème était en amont. C'est qu'en fait, les écoles, ils donnaient un horaire fixe. Il fallait déposer leurs enfants, je ne sais plus si c'est 8h30 ou 9h suivant les écoles, mais que du coup, là, l'heure était vraiment, il faut les déposer exactement à cette heure-là. Et du coup, toutes les voitures, elles arrivaient et ça posait un gros problème. Et après, du coup, il y avait de nouveau le problème d'engorgement à midi pour ceux qui allaient chercher les enfants, etc. Et donc là, ils se sont rendus compte qu'une manière facile de faire, c'était juste de dire que les écoles, elles acceptaient les enfants entre 8h50 et 9h. Et rien que cette petite astuce, ça permettait à ce que les gens viennent du coup déposer plus progressivement les enfants et que du coup, ça avait vraiment joué après au niveau de combien de bouchons il y avait.
Et donc, il y avait plein de choses qui peuvent être faites juste comme ça. Il y a un autre truc qui est intéressant, par exemple, où il mettait le lien entre à quelle heure on met les TER et comment est-ce que ça joue sur le trafic aussi. Donc, vous voyez que, en fait, vous pouvez mesurer tout un tas de choses, en fait. Donc, voilà, j'avais vu cet exposé-là et moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et donc, c'était resté dans le coin de ma tête. Du coup, après, moi, donc, ma recherche, moi, je suis en probastat et c'était les PDMP. Donc, du coup, je ne vais pas faire du tout un cours théorique là-dessus, mais je vais vous montrer un petit peu les idées de ce que c'est qu'un PDMP à travers un exemple, parce que je trouve que plutôt de faire plein de formules compliquées. Donc, l'idée, c'est d'essayer de modéliser la croissance d'une bactérie. Donc, une bactérie, en fait, ça croît comment? Alors ça remonte à la thèse de Monod en 1900... Oh, je ne sais plus là, mais 19 ou 29, et du coup, ça croît de manière exponentielle. D'accord? Donc, si elle commence à une taille x, autant t, ça va être x exponentielle de taux t. On va dire, pour simplifier, que taux, il est déterministe. On peut bien sûr généraliser et tout, mais première approximation, c'est comme ça. Donc, comment est-ce qu'on modélise ça? Ouais. 1. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il faut que j'écrive plus gros? Bon, donc c'est x exponentielle de taux t. Et du coup, en fait, premier modèle, bien sûr pas du tout réaliste, c'est qu'on se dit, en fait, au bout de 20 minutes, la bactérie, elle se divise, d'accord? Donc, totalement déterministe. Et elle se divise, pareil, première approximation, on se dit, elle se divise pile en deux, d'accord? Donc là, je vais marquer grand T parce qu'on va voir qu'après, il est aléatoire, d'accord? Et du coup, là, ça va être x exponentielle de taux t sur 2, ok? Et puis, ça recommence à croître. Premier modèle. Le deuxième modèle, donc... L'axe vertical, du coup, c'est quoi? C'est la masse de la... C'est la taille, ouais. Et puis, on ne s'amuse pas, on assimile la taille au poids, etc., en première approximation, hein, pour ne pas s'embêter. Donc, premier modèle, on va considérer que T est déterministe. Donc, après, on passe au proba. Donc, je ne sais pas ce que vous connaissez, mais du coup, là, ça s'appelle une loi exponentielle. Est-ce que tout le monde dans la salle connaît les lois exponentielles? OK. Donc, du coup, les variables aléatoires, du coup, c'est quelque chose qui est aléatoire. Donc, c'est quelque chose qui va rendre grand T, ça va être notre variable aléatoire. Et donc, des fois, on va lui donner T de petit oméga, ça va être des réalisations de cette variable aléatoire. Et donc, des fois, ça va être 20, des fois, ça va être 21. Donc là, c'est oméga 1, là, c'est un autre aléa, et du coup, on va trouver 22, etc. Et on peut essayer de comprendre comment ce grand T, du coup, va marcher. L'objet qu'on adore utiliser pour ça, ça s'appelle F, qui va s'appeler la fonction de répartition. Et ça va être la probabilité que grand T soit inférieur ou égal à petit t pour t réel. D'accord? Et du coup, ça va nous permettre de caractériser, en fait, la loi de notre variable aléatoire. Du coup, normalement, on utilise tout le temps ça, mais pour les... du coup, il y a la fonction de survie qui est utilisée, qui est pratique, en fait, pour les variables exponentielles, qui est tout simplement, je vais l'appeler S de t, c'est le complémentaire, donc c'est 1 moins la fonction de répartition. Et donc, c'est tout simplement la probabilité que t soit plus grande que petit t. OK? Et donc, qu'est-ce que ça vaut pour une variable? Donc, on va dire que t, là, dans notre cas, c'était une variable exponentielle de paramètre lambda, avec lambda qui est strictement positif. Et bien, ça, c'est tout simplement exponentielle de moins lambda t. Donc, voilà, donc, comme je vous ai dit, hein, je m'excuse pour ceux qui connaissent tout ça par cœur, mais c'était juste pour que tout le monde, du coup, comprenne ce qui se passe. Donc, f de t, c'est ce qui s'appelle la densité. C'est aussi quelque chose qui va caractériser pour les variables aléatoires continues, c'est-à-dire les variables qui sont à valeur dans quelque chose qui est, par exemple, R ou ici R+. Ça va être tout simplement la dérivée de notre fonction de répartition. Et là, c'est lambda exponentielle de moins lambda t.
Voilà. L'avantage de la loi exponentielle, c'est qu'on peut montrer que c'est la seule variable aléatoire continue qui a la propriété d'absence de mémoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre t positif, s positif, et que la probabilité de t plus grand que t plus s, sachant que la probabilité de t plus grand que t, donc pour ceux qui connaissent, c'est les probabilités conditionnelles, donc c'est tout simplement la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité du coup de t plus grand que t. Là, vous voyez que si on est plus grand que t plus s, ça veut dire qu'on est forcément plus grand que lui. Et donc, avec les fonctions de répartition, c'est tout simplement exponentielle de moins lambda t plus s sur exponentielle de moins lambda t. C'est juste exponentielle de moins lambda s. Et donc, c'est la probabilité que t plus grand que s. Du coup, voilà. Donc, du coup, ça veut dire que si notre ampoule, on dit que c'est une variable exponentielle de paramètre lambda, la probabilité que si on sait qu'elle est déjà en vie depuis 100 ans, enfin, non, depuis 2 ans, mais la probabilité qu'elle soit encore en vie depuis, pendant encore 5 ans, ça ne va pas dépendre depuis combien de temps elle est encore en vie. Donc, ça va avoir des propriétés de Markov pour les processus et tout ça qui sont intéressantes pour ceux qu'on connaît. Donc, ce n'est pas réaliste, ça ne marche pas du tout avec les données expérimentales des biologistes avec qui on travaillait. Et donc, on s'est dit, on va faire un nouveau modèle où cette fois-ci, ce qu'on va supposer, c'est que la probabilité, donc ça c'est le petit modèle 3, on veut, que ça va se diviser entre un temps entre t et t plus dt, sachant que c'est plus petit que t, et bien ça c'est une certaine fonction de la taille de notre bactérie au temps t. OK? Donc ça c'est l'hypothèse qu'on a envie. Et si on fait cette hypothèse-là, du coup, on va faire des choses un peu avec les mains. Donc ça, c'est quoi? C'est la probabilité du coup que t appartient à t plus dt inter. Donc c'est la même formule que tout à l'heure, divisée par la probabilité que t plus grand que t. Bon, du coup, là, c'est proportionnel à dt. Hein. Et donc ça, vous voyez, celui-là, il disparaît. Puis en gros, ça, c'est un peu la dérivée de notre... ça va être celle-là. Et du coup, vous voyez que c'est tout simplement moins la dérivée de celle-là. Donc ça, on peut le réécrire comme S' de t sur S de t. Et du coup, si on intègre, on voit juste que notre S de t, c'est égal, du coup, à exponentielle de moins l'intégrale entre 0 et t de lambda x exponentielle de lambda s ds. Et on va y revenir après dans les modèles plus généraux de PDMP. Donc, c'était pour vous expliquer un peu comment ça marche. Et donc, voilà, du coup, j'ai fait différents papiers où, avec des vraies données du coup, de biologistes, on arrivait à faire de l'estimation de ce lambda-là, que bien sûr, on ne connaît pas du tout. Puis après, il y a plein de modèles, on y travaille encore dessus pour essayer de tenir en compte toujours le plus de choses par rapport aux biologistes. Donc, les PDMP, dans une autre classe, on peut voir ça où il y a une certaine fonction phi pour le flow. Hein. Donc, dans mon cas, le phi, c'était juste x exponentielle de lambda t, mais on peut faire des trucs beaucoup plus généraux. Ouais, une question? Non, c'est bon. Et du coup, là, pour simplifier, on se casse de manière déterministe, où c'est juste la fonction de ce qui précède avant le saut, mais pareil, on peut complètement le généraliser. Et si vous regardez, du coup, là, vous voyez que c'est exactement ce que je vous ai montré comme formule, voilà, avec phi, du coup, un flow plus général. Mais comme ça, vous comprenez d'où ça vient. Et vous voyez que c'est un petit exercice qu'on peut s'amuser à faire en licence. Voilà, donc là, c'est la manière un peu abstraite où on peut, du coup, essayer de construire notre PDMP si on veut. Voilà, c'est le slide le plus technique qu'il va y avoir dans mon exposé. Donc l'idée, c'est, vous voyez, comme c'est déterministe par morceau, il suffit de savoir quel flow c'est, ça suit dans la manière déterministe, et puis après, on a juste besoin de savoir la loi de quand que ça se casse. D'accord? Et donc ça, c'était l'idée que j'ai essayé de vous montrer avec les bactéries.
Et donc là, c'est notre T1 là, qui est aléatoire. Et au moment où ça se casse, comme ça se casse de manière déterministe, c'est juste le F de notre flow au moment où ça se casse. Et après, on recommence ça de manière indépendante. Donc pareil, dans ce cadre-là, général, j'ai fait différentes estimations statistiques là-dessus. Dans ce cadre-là, donc il y a la croissance de bactéries, puis il y a un autre modèle que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le protocole TCP. C'est pour envoyer des flots de données sur Internet, où on suppose qu'on envoie les flots de manière linéaire, et qu'à certains moments où il y a une congestion dans le système, eh ben, le flow il est divisé par 2. Et pareil, du coup, dans les modèles, tous les modèles qui sont faits, là on a fait une simulation lambda, c'était racine de x, mais dans tous les modèles qui sont faits, c'est juste, on suppose que c'est x, mais en vrai, il y a, à ma connaissance, jamais personne qui a essayé de vérifier si c'était vrai ou pas. Voilà. Donc l'idée, ça, c'était de vous présenter rapidement ce que c'est qu'un PDMP. Maintenant, je vais vous expliquer quel lien avec la mobilité. Hein. On peut se poser la question. Donc là, l'idée, c'est... donc je vais refaire comme tout à l'heure pour la bactérie, sauf que maintenant, je vais essayer de vous expliquer quels sont les différents modèles qu'on veut faire, mais cette fois-ci pour la mobilité. Donc ce qu'on veut essayer de faire, c'est de comprendre le déplacement des personnes. Parce que si vous avez regardé, dans les mobilités, c'était surtout les déplacements des particuliers qui pouvaient poser problème. Enfin, poser problème, enfin, je ne sais pas comment dire, mais que c'est ça qui finalement consommait beaucoup de CO2. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut essayer de modéliser les trajets? Donc, le premier modèle qu'on peut faire, c'est on peut dire, OK, on va appeler par exemple 1, c'est le trajet maison, école, parce qu'on va emmener notre enfant à l'école. Ensuite, ah oui, le 0, ça va être maison, l'état où on est à la maison. Du coup, le 2, c'est le trajet. Du coup, le 1, c'est le trajet. 2, c'est l'école. Ensuite, ça peut être école-travail, etc. Donc, c'est le premier modèle. Du coup, où là, on est dans les cas sympas parce que on a, du coup, sa valeur dans quelque chose qui est même fini. Hein. Et donc, du coup, on regarde. D'abord, on est à la maison. Ensuite, du coup, donc c'était 0, pardon, on est à la maison. Ensuite, on va aller à l'école. On reste un petit peu le temps de déposer, de vérifier que tout va bien. Et puis, on continue comme ça. Vous êtes d'accord? Premier modèle. Ensuite, on peut se dire, OK, on veut faire un truc un peu plus réaliste. C'est de carrément modéliser, du coup, le trajet des personnes. Et si on fait ça, ben, du coup, ben, c'est en dimension 3, vous êtes d'accord? Parce que le trajet va être en dimension 2. Donc, pour le faire, ben, on suit mon... Donc, au début, je suis chez moi. Je reste chez moi. Ensuite, du coup, je vais me déplacer pour aller à l'école. Là, j'y reste un petit peu. Et puis, du coup, après, je me redéplace, etc. D'accord? Donc là, ça va être à valeur dans R2. Et puis, du coup, on peut se dire après, ben, on veut faire des choses en tenant compte encore plus d'aléas. Parce que, du coup, ben, par exemple, on peut se dire, ouais, mais pour aller à l'école, ben, soit j'y vais en voiture parce qu'il pleut vraiment beaucoup, soit je peux y aller en vélo. Et du coup, en vélo, ben, le trajet va être un petit peu différent. Et donc, on va pouvoir introduire le côté aléatoire de la vie en général. Donc, qui peut être du coup la météo, mais ça peut être aussi du coup suivant le jour de la semaine. Parce que en fait, le mercredi, j'aime bien aller faire à la piscine. Et donc, je vais faire un détour. Et puis, au lieu d'aller de l'école directement au travail, je vais aller à la piscine. Et donc là, en fonction du jour, ça ne va pas non plus être exactement le même chemin. Donc là, c'est quelque chose qui reste encore très lié à la personne. Mais après, on peut se dire, on peut faire des trucs encore plus intéressants qui peuvent être dire, OK, d'accord, après, on peut voir en fonction du prix de l'essence. Du coup, est-ce que la personne va plutôt avoir tendance à prendre du coup son vélo ou pas? Et là, il va y avoir plusieurs enjeux qui vont être, soit on peut regarder intrinsèquement avec ce qui se passe, ou essayer de faire des modèles, ou est-ce que nous, si on joue sur ces différents paramètres-là, est-ce que ça peut influencer ou pas le comportement des gens? Et donc là, vous voyez que dans le côté aléatoire, il y en a plein, parce que du coup, la durée n'est pas toujours la même, mais du coup, le trajet que les gens choisissent de prendre n'est pas non plus toujours le même. Du coup, parce que des fois, ils vont
on va supposer qu'à chaque fois le trajet est déterministe, parce que quand je prends ma voiture et que je vais à l'école de ma fille, je prends toujours le même chemin. Après, il peut y avoir des petites variations si il y a un jour un contournement ou des travaux, des choses comme ça. Donc, mais à chaque fois, en général, si on prend un chemin, on prend un même chemin. Par contre, du coup, il peut y avoir des trucs différents parce que on décide ce jour-là de ne pas aller au sport, d'aller au sport. C'est pas nous finalement, c'est notre conjoint ou notre conjointe qui emmène notre fille à l'école, etc. Donc du coup, il y a aussi comment est-ce qu'on choisit de quel état à quel état on va. Donc il y a plein de manières aléatoires de faire qui sont du coup plus généraux que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais je vous ai juste présenté le modèle simplifié pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Est-ce que c'est clair sur le modèle ? Voilà. Et donc du coup, avec Ronan Le Guével qui est à Rennes 2 aussi, on a décidé de lancer un étudiant, une étudiante l'année prochaine. Donc on a un financement pour lancer quelqu'un sur ce sujet de thèse. Et du coup, d'essayer de voir un petit peu aussi comment on peut modéliser du coup effectivement le trajet grâce au PDMP. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout à notre connaissance, ça n'a jamais été fait. Donc l'idée aussi, c'est de travailler avec des géographes pour voir comment est-ce que tout ça peut être mis en place. Et après, éventuellement aussi de voir comment on peut jouer sur différents facteurs pour essayer d'améliorer les gens. Donc moi, j'habite à la campagne et malheureusement, je prends tous les jours du coup la voiture pour aller travailler et ça fait effectivement beaucoup de kilomètres et c'est vraiment pas terrible. Après, au niveau choix, je suis à 25 km. J'ai acheté ma maison il y a un moment et à l'époque, je ne me posais pas trop la question malheureusement. Et en vélo électrique, prendre des routes nationales et tout ça, c'est pas terrible. Comment est-ce qu'on fait ? Et au niveau infrastructure, il n'y a pas de bus. Et donc, du coup, plein de questions se posent. Il y a les volontés individuelles, mais il y a aussi qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Donc, malheureusement, à l'heure actuelle, je continue à prendre ma voiture. Mais j'essaye de faire des modèles et qui sait, en étant optimiste, on peut se dire qu'en fait, on peut montrer nos modèles, essayer les pouvoirs publics en essayant de dire, voilà, s'il y a des bus, les gens le prendront plus, ça peut vraiment réduire des choses, etc. Et il faut garder espoir. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être, juste, tu peux peut-être revenir un peu sur l'association ATT, ce qu'ils ont réussi à faire avec les capteurs parce que, du coup, normalement... Juste si tu peux revenir un peu sur l'association ATT et ce qu'ils ont fait avec les capteurs, parce que c'est quand même une histoire intéressante et je trouve que tu es passé un peu vite. Ça marche. Du coup, en fait, ils ont vraiment réussi à arrêter le contournement. Et donc, à l'heure actuelle, du coup, alors c'est pas totalement enterré, mais en tous les cas, c'est plus dans les tuyaux comme ça l'était avant. Donc, il y a vraiment eu, du coup, grâce à cette association qui n'était pas très grande, mais qui a passé énormément de temps et énormément d'investissements personnels de la part des gens. Et du coup, ils ont aussi, il y a une thèse qui a été lancée sur ce projet-là. Il y a eu plein de stages de M2 et tout ça. Et donc, ils ont eu pas mal de financement à côté pour faire de la recherche là-dessus, pour mettre en place tout ce que je vous ai montré au niveau du site Internet. Et c'est vraiment une association qui a envie que ça se développe. Donc, si vous voulez les contacter ou passer par moi et je vous donne les contacts et tout, il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est leur but. Ils font tout en projet libre pour que ça soit accessible et que ça soit reproductible et que du coup, ça puisse s'exporter à d'autres endroits. Question très mathématique. J'ai l'impression que pour le modèle que tu nous as présenté, on a besoin de cette hypothèse d'absence de mémoire en l'occurrence là, de la loi exponentielle. Alors du coup, non, parce que du coup, là je vous ai montré un autre exemple où ça dépendait d'une certaine fonction lambda. Et là, du coup, l'histoire de l'absence de mémoire, c'est lambda égale constant. Mais en fait, là, ça marche, c'est encore un PDMP, on peut le montrer. Et du coup, on arrive à avoir encore tous les jolis résultats. Et après, ce qu'on peut faire, c'est si on veut, par exemple, j'ai effacé, mais par exemple, pour l'exponentielle, il y avait un taux qui pouvait être aléatoire. Et bien, du coup, il suffit de prendre du coup, notre processus, cette fois-ci en dimension dans un R croix R, donc dans un R2, c'est même R plus au carré. Du coup, ça marche encore.
Du coup, après, là, on peut mettre pour notre exemple-là, processus où du coup, il y a le phi, puis il y a i, qui est l'indice de la trajectoire sur laquelle on est. Et du coup, on arrive encore à montrer que c'est des PDMP et à faire plein de choses. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, on pourrait se dire les PDMP, c'est des processus qui ne sont pas si connus que ça, même pour les probabilistes, qui ne sont pas si étudiés que ça, parce que malgré le fait qu'ils soient très simples, en fait, ils sont compliqués. Et il n'y a pas de joli théorème qui montre que, par exemple, ça converge vers une probabilité invariante dans tous les cas. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus dur à étudier que tout ce qui est fait, par exemple, pour les EDS, calcul stochastique avec des mouvements browniens, parce que finalement, en fait, l'irrégularité du mouvement brownien faisait que c'était beaucoup plus simple, parce qu'au final, tu avais plus de régularité. Donc ces processus-là, ils paraissent très simples comme ça, mais dans leur étude théorique, en fait, en vrai, elle est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et donc, ouais, non, ça marche vraiment. Oui. Bon, d'abord, comme je suis arrivé hier soir, je vais parler demain matin, je Michael Guil. Bon, je répète, donc comme je suis arrivé juste hier soir, je vais parler demain matin, je suis Michael Guil, je veux simplement parler de l'aspect paramathématique dont vous avez parlé au début, l'ATT et tout ça. Quand je suis arrivé du Courant Institute à UCLA, ça fait bien des années, UCLA avait construit un petit quartier pour quelques membres de la faculté, enfin, à l'exemple de Princeton ou de Stanford, et on avait promis une navette, plus précisément 3 navettes le matin et 3 navettes tard l'après-midi. Et donc l'idée générale, c'était que UCLA va contribuer à Los Angeles en réduisant le nombre de trajets en voiture particulière. On partageait cette navette avec Terry Tao, que beaucoup d'entre vous doivent connaître de réputation. Ce qui s'est passé, l'idée c'était que chaque famille n'aura pas 2 voitures, mais seulement une voiture. Et donc, comme cela a traîné un peu, les gens ont fini par acheter la 2e voiture. Et après quelques années, on a supprimé la navette. D'accord ? Donc, le moment auquel on réalise de tels projets est aussi important. Voilà. Et puis, si je peux encore, à propos du processus de Markov, lors des vœux de la direction de l'École normale supérieure rue d'Ulm, le directeur, qui maintenant par alternance traditionnelle est un littéraire, a parlé du fait que pour la première fois, l'IA va introduire des maths en linguistique. Bon, ceux qui connaissent le processus de Markov savent que la linguistique mathématique est beaucoup plus vieille que l'IA. C'est tout. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question sur le devenir de ton projet. Donc, tu dis que après, vous allez contacter des géographes. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est ensuite, via des associations, éventuellement, de récupérer, comme l'avait fait ATT, des données sur la mobilité et de voir comment on peut influencer concrètement, je ne sais pas moi, Châteaubourg, pour améliorer la mobilité. Alors en fait, des données, on en a déjà acheté, en fait, parce qu'avec Loïc, il avait de l'argent, moi j'en ai eu aussi, donc on a investi pour acheter des données GPS, qui sont du coup plus du tout les données Telegram, qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui permettent justement de tracer le trajet des gens pour essayer de modéliser ça. Donc l'idée, effectivement, c'est à la fois de faire un modèle théorique, mais après de le faire sur des vraies données et de voir ce qu'on peut faire. Après, on peut aussi faire sur des modèles joués, où on peut essayer d'estimer, demander aux gens, faire des questionnaires de à quel point ils changeraient ou pas leur comportement. Et donc, il peut y avoir plein de phases différentes par rapport à ce projet. Voilà. Après, il n'y a pas de théorème encore, etc. C'est quelque chose, je vous présente ce qu'on a envie de faire. Puis tous ceux qui ont envie de participer, il ne faut pas hésiter à faire des commentaires, tout ça. En fait, le but, c'est d'avoir des idées ensemble. Et puis, je pense que c'est pareil, que les gens qui ont envie puissent après s'en emparer et le faire à leur propre échelle, dans leur ville, etc.
Je pense que c'est de partir un peu d'un truc local, comme ce qui a été fait à Châteaubourg, et puis d'essayer d'après de le reproduire le plus possible, et que c'est effectivement un impact, et que ça ne reste pas juste des jolis théorèmes qui servent à rien. Donc des données, on en a. Donc voilà. Après, elles sont souvent très bruitées, même avec les biologies et tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs de mesure, etc., qui sont loin d'être simples après à travailler. On fait ce qu'on peut. Encore une question, peut-être après on fera une Ouais. petite pause. J'ai une question sur, plus politique sur l'anonymat des données, mais avant ça, je voulais remercier et féliciter l'ATT pour le travail qu'ils ont fait, parce que hier, on parlait beaucoup ils ont beaucoup parlé des échecs liés au GIEC et au COP, pas que, c'est vraiment pas une critique, mais ça a beaucoup été mentionné, et je crois qu'il y a quelques personnes dans la salle qui étaient un peu déprimées par rapport à ça, et là, on voit des impacts locaux qui marchent hyper bien avec 800 €. Et je trouve que c'est un projet super. Et aussi pour dire que Nathalie a présenté ce projet à des enseignants et enseignantes de lycée en Suisse. Et il y a 2 enseignants qui ont repris ces capteurs pour en faire un travail de fin d'études. On a ça en Suisse à la fin de l'équivalent du bac. Et donc pour voir que ça se propage assez bien, et c'est super. Donc merci aussi à toi pour ça. Et du coup, ma question, c'est, tu as dit que vous aviez acheté les données GPS. Je suis vraiment curieuse parce que j'ai jamais vu ce genre de données. C'est comment c'est anonymisé, parce que j'imagine que ça doit être difficile. Est-ce que tu as une idée? Alors en fait, du coup, on les a achetés, on les a pas encore eus. Donc on doit les recevoir fin février, en fait, là-dessus. Ça arrive par la poste? Et tu les achètes à qui? Ah, du coup, une entreprise, alors pas du tout Amazon, mais une entreprise locale à Châteaubourg, en fait. Donc ça sera des données locales aussi. Et donc après, non, elles sont anonymisées. Le projet là, de l'ATP, c'est que ces petits capteurs, ils ne prennent pas les plaques d'immatriculation et tout ça. Et là, je pense que c'est les trajets, mais c'est pareil, on n'aura pas la plaque, etc. Après, on peut se dire qu'on pourrait retrouver de quel endroit ça part et ce genre de questions. Effectivement. Ça, je ne sais pas encore y répondre. Pourquoi ils les ont récoltés, les données que tu achètes? Je ne me rappelle plus. Je suis désolée. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Okay, tu me diras quand elles arrivent. Ouais, je te dirai quand elles arrivent. Et oui, donc c'est une autre remarque. Du coup, j'avais fait un atelier pour voir comment on pouvait jouer avec le site web, justement, là que je vous ai montré, et comment on pouvait faire des activités par rapport à ça, par rapport à des lycéens, et comment on pouvait jouer sur des moyennes, sur tout un tas de choses, de proba un peu élémentaires, et c'est une activité que j'avais présentée en Suisse. Donc ceux que ça intéresse, il ne faut pas hésiter à me contacter non plus, et puis du coup, on peut en parler et tout ça.